Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe et je suis spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire que je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement des mamans et des bébés vers un allaitement serein et périn en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations et des rencontres avec ces mamans, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc, à travers ce podcast, d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. L'objectif est simple, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'ai eu le plaisir pour cet épisode d'échanger avec Vanessa Letter-Lemaire, qui est consultante en lactation IBCLC. Avec Vanessa, nous avons décidé d'aborder 2 sujets essentiels de l'allaitement. J'ai nommé l'hyperlactation et le réflexe d'éjection fort. Vous êtes comme moi et vous débordez littéralement de lait. Vous faites 5 machines par jour de langes, de body, de t-shirts, de coussinets d'allaitement et tout ce qui a eu le malheur de se trouver proche de votre mamelon. Vous arrosez votre conjoint qui vient doucement poser un bisou sur la joue toute chaude de votre bébé qui tète. Vous avez encore les seins comme en pleine montée de lait alors que votre bébé a 6 semaines. Votre entourage pourrait vous dire « Eh bien, c'est super, tu as plein de lait et ce bébé ne manque de rien, de quoi te plains-tu ?» alors que vous n'osez plus sortir de chez vous. Ce n'est pas une fatalité. Et si Tata Ginette s'offusque de s'être faite asperger d'un jet de lait bien mérité, puisqu'elle a osé venir bisouter de trop près chouchou alors qu'elle renifle un rhume, c'est drôle, mais cela peut tourner à la gêne et ce n'est pas une fatalité non plus. Vanessa va tout nous dire sur ces 2 manifestations qui peuvent mettre à mal votre allaitement et vous donner les tips pour survivre en attendant de trouver l'origine du problème et le régler. Belle écoute. Bonjour Vanessa, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci à toi de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Vanessa Letter-Lemaire, je suis consultante en lactation IBCLC et je travaille à Valence et dans la région Rhône-Alpes en général. Merci Vanessa. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler ensemble de l'hyperlactation et du réflexe d'éjection fort, qu'on appelle souvent le REF de ses initiales. Est-ce que tu peux nous expliquer, Vanessa, déjà, qu'est-ce que c'est que l'hyperlactation et le REF ? Alors l'hyperlactation, ça va se définir par la production de la part de la maman d'une quantité de lait supérieure aux besoins du bébé. La maman va produire un petit peu trop de lait. Donc on parle dans l'hyperlactation de vraiment l'usine à lait, qu'on produit trop. Le REF, c'est un système de livraison trop efficace, c'est le lait qui va arriver trop vite, trop fort dans la bouche de bébé. D'accord. Alors, les mamans peuvent avoir les 2 ou un seul. Qu'est-ce que ça va donner comme signe ? On va peut-être commencer par l'hyperlactation pour essayer de distinguer. Comment ça se définit l'hyperlactation ? Donc, c'est la production, tu nous as dit, trop importante de lait par rapport aux besoins. Comment ça va se traduire chez la maman et chez le bébé ? Alors, chez la maman, ça va se traduire en général par une maman qui fuit du lait en permanence. Ou si le lait ne sort pas, une maman qui va être souvent engorgée, dont les seins seront toujours un petit peu tendus. Voilà, passer la montée de lait, il n'est pas normal d'avoir des obus dans le soutien-gorge, par exemple. D'accord. Donc, c'est les premiers signes qui vont alerter la maman. Les fuites vraiment constantes, quelques fuites au début, pareil, peuvent être totalement normales, le temps que la lactation se mette un petit peu en place. Passer les premières semaines, une maman qui fuirait tout le temps, on irait se poser la question. Ce qui est plus inconfortable, évidemment, c'est quand les engorgements ne sont pas gérés et que derrière, on arrive à une mastite, à des canaux bouchés et toutes les complications qui peuvent en découler. Oui, parce que ce trop-plein de lait finit en fait par stagner et créer des engorgements et des mastites. Complètement. Et chez le bébé, est-ce que ça donne des signes, une hyperlactation ? Est-ce qu'on peut voir sur son bébé, tiens, il fait ça, ou il me montre ça, tiens, peut-être que c'est à cause de mon hyperlactation ?
Oui, alors on peut voir chez le bébé, on peut écouter lors d'une tétée que le transfert de lait, il est très très rapide, que le bébé va devoir avaler à chaque mouvement. Voilà, on n'aura pas le bébé qui tète un petit peu, qui avale et ensuite qui respire. On va avoir un bébé qui va faire Mhm. gloups, 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 jusqu'à éventuellement s'étouffer, tousser, éternuer, se retirer du sein, avoir du lait qui déborde. Voilà, Ouais, c'est les aussi. signes de il y en a trop, ça déborde chez le bébé, bien souvent, en hyperlactation. Ok, et qu'est-ce qui peut déclencher une hyperlactation comme ça? Alors, on peut avoir déjà les causes médicales chez la maman. Il y a certaines conditions physiques qui peuvent déclencher de facto des hyperlactations. Donc, on pense au syndrome des ovaires polykystiques qui peut déclencher une hypo ou une hyperlactation. On pense à l'hyperthyroïdie. On pense aussi au prolactinome. Voilà, là, ce sont des choses qui, totalement en dehors de la conduite de l'allaitement, peuvent créer une hyperlactation chez la maman. Ensuite, au niveau de la conduite de l'allaitement, on se rend compte que c'est quand même une peur extrêmement forte en France de manquer de lait. Donc, Mhm. on a tendance à donner énormément de conseils pour booster la lactation. Les mamans prennent très vite des tisanes galactogènes, des éléments galactogènes, portent des coupelles, éventuellement tirent leur lait aussi pour stimuler. Oui, Et donc, aggrave entre guillemets, cette hyperlactation, ou se crée une légère hyperlactation par peur de manquer de lait. Voilà, la peur est quand même beaucoup plus de manquer de lait que d'en que d'en avoir avoir trop. trop, oui. Donc, on peut assister des fois à une surstimulation de la part des mamans. Voilà, et la dernière cause, alors, il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus, peu d'études. C'est surtout le fruit de l'observation de plusieurs centaines de bébés quand même sur les années, Ok, qui laisse à penser que on est aussi dans de la compensation d'un bébé qui têterait pas hyper bien. Voilà. d'accord. Donc le corps essaye de compenser le fait que le bébé tète pas bien et il surproduit un peu pour être sûr qu'il ait Je sa pense, dose. je pense complètement. Voilà. L'idée, si on remonte un petit peu aux origines de l'homme, on est des chasseurs-cueilleurs, hein. Si on n'a pas assez de lait, bébé ne survit pas. D'accord. Un chasseur-cueilleur, il élève pas des vaches. Un chasseur-cueilleur, il n'a pas une pharmacie de garde à 3 heures du matin pour aller chercher un complément de lait en poudre. Donc le chasseur-cueilleur, faut qu'il gère, hein, s'il veut que son bébé survive. Donc clairement, ce que j'explique aux patientes, c'est que voilà, si bébé Cro-Magnon il tète pas bien, c'est pas cool pour lui. Donc maman Cro-Magnon, elle va mettre en place un système, une production et un système de livraison du tonnerre et va se dire bébé il a du mal, je vais l'aider, je compense. Donc voilà, ça Ok. c'est vraiment le fruit de mon observation. En général, quand une maman vient avec une hyperlactation et ou un REF, il y a un bébé qui tète pas super bien. Voilà. La loi de l'offre et de la demande, ça marche aussi là-dedans. C'est la demande, elle est pas hyper claire. Bah moi, je vais envoyer une offre exceptionnellement forte, voilà, en qualité, en Ouais. quantité, en rapidité de livraison, pour que bébé, il ait juste à avaler. Il n'ait pas besoin de faire D'accord. d'efforts. Il avale ce qui coule. C'est bon, il est nourri. Ouais, donc c'est plutôt un truc bénéfique dans ces cas-là, enfin du moins le temps de trouver la cause. Bah totalement. C'est pour ça que c'est bien de pas partir non plus dans des techniques de réduction de la lactation ou de gestion du REF à la sauvage sans essayer de chercher une cause. Parfois on ne la retrouve pas, mais c'est toujours intéressant de voir cette hyperlactation, ce REF sous l'angle de la compensation, se dire est-ce que ça cache pas quelque chose justement. Oui, ne pas juste le prendre comme un fait et essayer d'analyser pourquoi ça s'est mis en place. Voilà, totalement. Ok. Et alors, on avait eu une question de maman à propos de l'hyperlactation qui nous disait
j'ai eu une hyperlactation pour mon bébé numéro 1, est-ce que fatalement je vais en avoir une pour mon bébé numéro 2? Si j'ai bien compris tout ce que tu nous as dit, non, pas forcément, sauf cause médicale pure qui ne serait pas réglée. C'est pas du tout inexorable de reproduire une hyperlactation sur une deuxième grossesse et un deuxième allaitement. Non, pas du tout. Là, tu as tout bien compris. Si problème, si cause médicale, évidemment, on a un risque de retrouver ce même souci chez bébé 2, 3, 4, 8 ou 10. Si la cause, elle est plus au niveau du bébé qui avait besoin qu'on l'aide, euh, Mhm. rien ne dit que bébé 2 aura les mêmes besoins que bébé numéro 1. Donc, chaque allaitement est à prendre un petit peu différemment. Ok, Donc voilà, c'est pas évident. Ce qu'on remarque quand même, c'est que plus on a d'enfants, plus on a de lait à la glande mammaire involue entre chaque allaitement, mais on ne repart pas tout à fait de zéro. Donc, d'accord. si cause non réglée, on peut avoir de plus en plus de lait à chaque allaitement. Après, on prend de plus en plus d'aisance au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'enfants. Donc, on le gérera Mhm. d'autant mieux et on sera d'autant mieux à l'écoute des besoins du bébé. Ça se réglera d'autant plus facilement qu'on a plus d'enfants. Pourquoi c'est important de s'en occuper d'une hyperlactation qui est présente? Qu'est-ce que ça va être les conséquences, que ce soit pour la maman ou pour le bébé, si jamais c'est pas régulé? Alors pour le bébé, on va être plus dans l'inconfort. Un bébé qui aurait un transit perturbé, par exemple des selles vertes, parce que Mhm. prendrait beaucoup de lait de début de tétée et n'arriverait pas à drainer totalement le sein, donc n'aurait pas forcément le lait de fin de tétée qui est gras, qui est rassasiant. Donc ça sera une prise de poids totalement satisfaisante, mais pas forcément un transit, pas forcément un comportement satisfaisant. D'accord. C'est un bébé qui aura alors un tonus totalement normal, mais qui pourra être un petit peu petit Bouddha. Et là, le risque, c'est de croiser des personnes mal informées qui vont Mhm. exhorter la maman d'espacer les tétés en lui disant mais vous le gavez, vous le surnourrissez, il est trop gros. Euh, Il n'y a pas spécialement de bébés obèses en allaitement, j'en ai jamais rencontré. Et voilà, là encore, le risque, ça serait d'avoir des conseils non adaptés. C'est-à-dire que si justement la cause aura été un bébé qui a du mal à téter, espacer les tétés, ça va être de lui demander de se taper des sprints 5-6 fois par jour, là où il faisait Mhm. quelques petits footings 12-15 fois par jour en multipliant des petites tétées. Donc, ça sera plus sur un mauvais accompagnement de l'entourage qu'il peut y avoir un risque, parce que derrière, si on espace les tétés, s'il y a moins de stimulation de la glande mammaire, cette hyperlactation, elle peut vraiment se casser la figure. Ouais. Voilà. Et ça Oui, surtout n'aidera pas sur un le bébé bébé. qui t'était pas si bien que ça peut être la dégringolade. Voilà. Déjà parce qu'il t'aide pas bien et que ça peut, le sein peut à un moment arrêter de surproduire en conséquence. Et de surcroît, si quelqu'un donne des mauvais conseils, ça va en rajouter une couche. Voilà. Un sein qui ne sera jamais drainé, on a un facteur inhibiteur de la lactation qui peut se mettre en place pour justement, qui va faire baisser la lactation par la suite. Ok. Et quel conseil on peut donner à une maman qui pense qu'elle a une hyperlactation? Alors bon, on imagine bien qu'il faut rencontrer quelqu'un comme toi, une Mmh. IBCLC, pour faire un point et faire un vrai diagnostic, pour pas se tromper entre un rêve, justement, on en reparlera après, une hyperlactation, Mmh. le trouble de la succion qu'il y a peut-être sous-jacent. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques tips pour survivre en attendant son rendez-vous avec sa consultante que tu pourrais donner? Alors déjà, ne pas surstimuler, cesser d'avoir peur du manque de lait. Ça reste assez Mhm. rare, un vrai manque de lait, ça existe, mais c'est extrêmement rare. Donc, se défaire un petit peu de cette peur et du coup, ne pas surstimuler Ok. et essayer un petit peu de réfléchir aux causes probables. Et puis, la petite minute publicité pour les lactariums, hein. J'ai travaillé 8 ans en Ouais. néonat, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Quand on déborde Mm, de mm, mm. lait, c'est super d'en faire profiter les autres. Donc, on en profite pour recueillir le lait de façon avec les règles d'asepsie qui s'imposent pour faire un petit don de lait au Ouais. lactarium, le temps de régler le problème. Voilà, ce lait en excédent, c'est chouette finalement, il est précieux pour quelques prématurés. Donc voilà, ça me tient à cœur de parler du don de lait chez les mamans hyperlactantes.
T'as raison parce que souvent aussi on n'est juste pas informé que ça existe le don de lait et c'est hyper important. Les bébés voilà qui sont en néonat et qui sont arrivés un petit peu trop tôt ou beaucoup trop tôt ont besoin de lait maternel et si vous avez beaucoup de lait et que ça coule tout seul, et ben voilà, si vous avez envie d'en faire profiter les autres, vous contactez le lactarium qui est dans votre coin et ils vont vous envoyer tout ce qu'il faut, le matos, etc. Et ils viennent chercher le lait. Enfin voilà, en général c'est relativement bien organisé. Oui, ouais, il y a même certains lactariums qui prêtent le tire-lait, donc il y a vraiment Tout à zéro fait. investissement pour la maman. Voilà, c'est juste de stériliser les équipements avant. Totalement. Voilà. Mais alors, du coup, tu disais qu'il fallait pas trop stimuler. Donc, faire du tire-lait sur une hyperlactation, est-ce que c'est pas un peu justement stimuler en plus de ce dont il y a besoin? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de recueillir le lait sans stimuler? Totalement. L'expression manuelle donnera des résultats beaucoup plus précis en plus. C'est toujours intéressant que les mères elles connaissent l'anatomie de leur sein, qu'elles sachent aussi aller masser là où c'est engorgé, ce qu'aucun tire-lait ne pourra faire, même le plus perfectionné. Donc le D'accord. tire-lait, il aura tendance à stimuler un petit peu bêtement à l'aveugle. Donc une mère qui serait vraiment très engorgée, bien évidemment, elle va pas s'interdire le tire-lait si c'est ça qui la soulage. Ça serait important qu'elle connaisse justement ce sentiment de plénitude ou au contraire qu'elle sente que le sein était bien drainé et que dans ces cas-là, elle arrête la stimulation au moment où ses seins sont de nouveau confortables. C'est là-dessus qu'on va jouer. Le tire-lait, c'est pas l'ennemi public numéro un de l'hyperlactation. On peut l'utiliser si la mère en a besoin. Voilà, l'essentiel, ça sera qu'elle sache apprécier son degré de confort pour se dire, ok, bon bah là j'ai drainé ce qu'il fallait, j'arrête. Mais l'expression manuelle, enfin, je trouve que c'est aussi une technique un tout petit peu trop oubliée. On a tendance à très vite passer au tire-lait. Mm. Ça donne d'excellents résultats, des résultats justement assez précis en fonction de là où c'est engorgé, là où il y a besoin de soulager, de stimuler. S'il y a un défaut de succion du bébé, je pense notamment au frein de langue, un enfant qui n'arriverait pas à drainer le dessous du sein, bon, c'est hyper intéressant de savoir aller stimuler manuellement cette zone-là pour drainer le sein sur une zone particulière. Le tire-lait ne ciblera pas comme une expression manuelle. On peut vraiment cibler, être 100% adapté aux besoins des seins de la maman avec l'expression manuelle. Donc ça, c'est vraiment le truc à avoir dans sa trousse à outils, c'est savoir tirer son lait manuellement. Ok, donc on se soulage sans stimuler. On essaie de trouver le compromis entre vider un tout petit peu pour se sentir bien et pas s'engorger, mais pour autant ne pas trop prendre de lait pour ne pas stimuler la glande mammaire. Voilà, l'idée est vraiment du soulagement. Ok, et on appelle sa consultante en lactation, ou même si on n'en a pas encore, on en contacte une pour apprendre cette expression manuelle si on ne la connaît pas déjà, et prendre tous les tips et techniques qui permettent de réguler cette hyperlactation si elle est réelle et faire un diagnostic pour le bébé. Ouais, voilà. C'est toujours intéressant de faire un point. Ok. On va parler maintenant un peu plus précisément du réflexe d'éjection fort. Donc on l'appelle souvent le REF, on va continuer de l'appeler comme ça. Donc voilà, retenez que c'est simplement les initiales des trois mots les uns après les autres. Cette fois-ci, qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille à propos d'un éventuel REF? Alors, le REF, les deux choses que les mamans expliquent, ça va être un bébé qui s'agite au sein, qui éventuellement s'étouffe, s'étrangle et se retire du sein. Et alors là, c'est visuel, la maman voit les geysers. Ou Ouais. le bébé qui va gérer plus ou moins, mais qui va être stressé, qui va être agité, qui va avoir énormément d'euros, qui va avoir des selles vertes, des selles explosives et mousseuses. Voilà, on est vraiment sur les manifestations du bébé, le comportement du bébé qui va mettre sur la piste d'un rêve. Voilà, une agitation des pleurs et un inconfort pendant la tétée et un inconfort digestif. Voilà, plus ou moins lié à des jets. Voilà, il y a certaines mamans qui voient très bien les jets, elles passent sous la douche, elles passent le jet sous la douche et direct elles ont des geysers. Chez d'autres mamans, c'est un tout petit peu plus subtil, c'est le comportement du bébé qui va nous mettre sur la piste d'un rêve.
donc chez la maman, ce jet qui sort du sein et chez le bébé, l'inconfort. Parce que c'est pas facile à Voilà. gérer d'avoir un GR comme ça qui nous arrive dans le fond de la gorge. Non, c'est pas simple. À quoi c'est lié ce réflexe d'éjection forte? Donc tu as déjà répondu en partie puisque tu faisais le parallèle avec l'hyperlactation. Il se dit souvent qu'il y a un lien aussi entre le REF et les intolérances ou les allergies aux protéines de lait de vache. Est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors, là non plus, il n'y a pas d'études scientifiques. Ce que les mamans observent, c'est que en faisant une éviction des protéines de lait de vache et produits croisés, elles peuvent avoir une amélioration des symptômes du REF. Je Mhm. ne sais plus où j'ai lu ça. Faut que je re-recherche. J'avais lu, me semble-t-il, que ça pouvait être en fait expliqué par le fait qu'on donne de l'ocytocine de synthèse aux vaches laitières Mhm. pour augmenter leur production de lait et notamment que le lait sorte plus facilement et que cette Ouais, ocytocine de synthèse qu'on donnait aux vaches laitières pourrait aussi agir sur la lactation de la maman. Donc voilà, je ne sais plus où j'ai retrouvé ça, je ne crois pas que ça fasse référence à une étude scientifique. Ça se tient quand même dans le raisonnement. ça se tient dans le raisonnement, mais ça reste une supposition. Voilà, ça reste une supposition, ça reste l'observation des mamans, mais qui est toujours importante aussi à prendre en compte. Donc on part du principe que l'éviction des PLV, même si elle est contraignante, elle n'est pas spécialement compliquée à mettre en œuvre. Donc c'est pas forcément pour ma part la première chose à laquelle je pense, ça tu l'as compris. Moi, je Mhm. vais d'abord voir un petit peu, m'attaquer à ce qui se passe côté bébé, voir justement s'il n'y a pas une histoire de compensation. Mais sur une famille à terrain allergique avec des histoires d'allergie, d'atopie, ça peut être une piste intéressante à suivre. D'accord, ok. Donc c'est une piste, on n'a pas de données vraiment scientifiques autour de ça, mais c'est une piste une fois que d'autres ont été, enfin plus évidentes, ont été évincées. Et Voilà, alors du coup, c'est ces autres une piste pistes. parmi tant d'autres avec des théories qui peuvent totalement se tenir. Voilà, c'est pas la première piste à suivre, mais en tout cas, c'est une piste à pas négliger. Même en Ok. l'absence d'études scientifiques, voilà, c'est un essai, arrêter, évincer les PLV pendant quelques semaines, si c'est OK avec la famille, si c'est OK pour Mhm. la maman, c'est quelque chose de non invasif en tout cas qui peut se tenter, oui, Oui. totalement. Ok. Et alors du coup, la première piste, quand tu vois chez une maman un jet de lait sortir au milieu d'une tétée et un bébé qui se retire du sein parce qu'il a l'air de pas gérer, vers quoi tu t'orientes d'abord? Bah, vers quoi je vais m'orienter, c'est d'abord aussi les conditions de naissance, parce qu'un REF, il peut être bi ou unilatéral. Et c'est là où je Mhm. dis, il n'y a pas d'études scientifiques qui le valident, mais l'observation, un bébé dont la maman aura un REF d'un côté uniquement, par exemple, il est Oui. extrêmement fréquent qu'on retrouve un blocage associé chez le bébé, d'un seul côté. Hmm. Voilà. Un bébé, D'accord. la maman me dit, à gauche, il a du mal à se positionner. Tiens donc, c'est à gauche que la maman a un ref. Donc c'est vraiment ça, Hmm, moi, hmm, qui me met hmm. sur la piste d'un truc qui se danse à deux entre la mère et le bébé, et que la loi de l'offre et la demande, voilà, faut être un peu plus précis que ça, et se dire que peut-être si la demande n'est pas très claire, l'offre, elle va aller à tout va pour être sûr que le bébé il soit nourri. C'est le but premier de la nature, c'est de nourrir le bébé. Tout à fait. Mhm. Oui, donc là, bon, bah, typiquement, un bébé qui pourrait avoir un blocage corporel qui fait qu'il est moins à l'aise d'un Voilà, côté à téter que de l'autre. Donc ça va chez l'ostéopathe ou chez le chiropracteur complètement. C'est une de mes premières rapidement. questions. Une fois qu'on a fait un petit peu l'anamnèse, qu'on voit comment s'est déroulé l'accouchement, comment se sont déroulés les premiers jours, y a-t-il eu un passage chez un thérapeute manuel? Oui, dans ces cas-là, vous pouvez voir d'autres signes chez votre bébé qui tourne souvent la tête du même côté, qui peut avoir une attitude un peu en virgule quand vous le posez sur le dos. Voilà, il y a deux, trois signes comme ça d'un bébé qui a vraiment une préférence d'un côté plus que de l'autre et ça se ressent au sein. C'est vraiment ça qui met sur la piste, notamment en cas de ref unilatéral. On résout énormément de problèmes avec de la thérapie manuelle, ça c'est évident.
une maman qui sait qu'elle a un réflexe d'éjection fort, un bébé qui, voilà, ça s'agite un tout petit peu au moment de la tétée, mais qui gère quand même ça correctement, il s'en sort, il tète bien, il prend du poids, n'a pas de selle verte, etc. Est-ce que c'est un problème en soi d'avoir un réflexe d'éjection fort? Alors j'ai envie de dire, si la maman pose la question, c'est quand même que la question mérite d'être posée. Donc c'est à la maman de décider si c'est un problème ou non, en fait. C'est-à-dire que une maman qui le gère bien, un enfant qui le gère bien, on n'ira pas chercher le problème là où la maman n'en voit pas. A contrario, ça va être important de l'écouter si elle, ça lui pose problème. Ça peut être malheureusement un grand classique, c'est quelque chose que je vois assez fréquemment lors de mes consultations. C'est une maman qui n'en peut plus, un rêve, une hyperlactation. Elle n'ose plus sortir de chez elle parce qu'elle est trempée, parce que les jets de lait attaquent les gens autour d'elle. Et là, le bébé le gère bien, mais elle le vit mal et ça rend son allaitement nettement moins fluide, et notamment le fait de ne pas pouvoir sortir. Donc c'est vraiment la mère qui va décider si c'est un problème ou non. Et à nous d'écouter et de voir ce qu'on peut mettre en place déjà dans un premier temps pour faire en sorte que ça soit vivable. Et toujours en filigrane, se demander pourquoi ce rêve est là, si on peut trouver une cause à ce rêve. C'est juste s'attarder sur la prise de poids de l'enfant, se dire tout va bien, il y a un transfert de lait, bébé grandit, au revoir madame au mois prochain, comme ça peut arriver dans des consultations médicales, ça sera pas satisfaisant pour la maman. En revanche, si tout va bien, que le couple mère-enfant le vit bien, on va pas aller chercher de problème là où il ne le voit pas. Ok. Donc là, est revenu souvent dans tout ce qu'on a dit, cette histoire de problème de succion du bébé, qui pourrait être une cause de compensation, soit par un rêve, soit par une hyperlactation, ou les deux. Est-ce qu'on peut aller juste un tout petit peu plus loin dans les troubles de succion d'un bébé? Qu'est-ce qui peut faire qu'un bébé tète mal, dans les grandes lignes? Ça fera l'objet d'autres épisodes, évidemment, mais pour qu'on puisse aller juste un tout petit peu plus loin sur cette notion. Ce qui peut faire qu'un bébé tète mal, c'est une petite ouverture de bouche, ça serait des freins restrictifs buccaux au niveau des lèvres, des joues ou de la langue qui l'empêcherait de mobiliser sa langue, de créer une dépression suffisante avec ses lèvres et ses joues, par exemple. Et donc ça, voilà, c'est soit du blocage mécanique, soit un blocage anatomique. On pense aussi quand même au bébé hypotonique, au bébé prématuré, qui n'a pas forcément la force de téter. Tout Et à donc fait. voilà. Ouais. Et puis, dans ces cas-là, on rappelle aussi qu'un bébé à terme, donc c'est un bébé à 40-41 semaines d'aménorrhée, et que on définit la prématurité avant 37 semaines d'aménorrhée, mais que les mécanismes de succion de succion déglutition se mettent en place quand même relativement tard pendant la grossesse, et qu'un bébé qui arrive à 37-38 semaines n'est pas parfaitement prêt comme un bébé qui arrive à 41, et donc ne serait-ce qu'un bébé à 38 semaines peut voilà, manquer un peu de force et de compétences dans sa succion. Est-ce que tu valides? Oui, totalement. D'autant plus que un bébé de petit poids, un bébé légèrement préterme, mais pas tout à fait, typiquement un bébé qui est né à 36 semaines et demie, qui va rester en maternité avec sa maman, mais qu'on va surveiller comme le lait sur le feu, notamment à base de dextro. Et donc, pour surveiller la glycémie de l'enfant, ça Oui, peut générer des protocoles un petit peu trop rigides qui auraient pour conséquence d'espacer les tétées, hein, même si c'est pas volontaire. De dire appelez-moi avant la prochaine tétée que je vérifie sa ouais, glycémie. Bon, le temps d'appeler un bébé de 36 semaines, il peut se rendormir en fait. ouais, il se Le temps que rendort. la personne arrive pour surveiller la glycémie, le bébé peut se rendormir et on peut sauter une tétée involontairement. Voilà, même si le Ok, protocole à la base n'est pas en faveur de l'espacement des tétées, de facto, le fonctionnement du service peut faire qu'on va espacer les tétées sans spécialement le vouloir, sans spécialement s'en rendre compte. Et pour ces petits bébés un petit peu fragiles, c'est au contraire très intéressant d'avoir
de nombreuses tétées, des petites tétées qui soient pas très fatigantes. Et si on les espace, il est bien évident que le volume de lait à prendre sur une seule tétée est plus important et pourra générer de la fatigue pour l'enfant qui, en début, va bien se débrouiller et en fin de tétée, va fatiguer, va s'endormir très très vite au sein. Donc là-dessus aussi, il y a plein de petites techniques pour aider un bébé un peu fragile, un petit peu fatigué. Ça va être important, comme toujours, de veiller au positionnement. Quand le bébé grandit, il peut prendre toutes les positions les plus acrobatiques du monde. Un tout petit bébé, je dis souvent qu'il faut une précision de coucou suisse parce que plus l'enfant est petit, plus l'enfant est fragile, plus c'est important d'être précis justement pour être vraiment adapté à ses besoins sans fatigue et de manière à éviter les compensations. Ok, très bien. Donc revenons au REF, plus spécifiquement. Qu'est-ce qu'on peut, de la même façon, il faut évidemment contacter quelqu'un si c'est un rêve qui est gênant, que bébé est gêné, que maman aussi. Mais en attendant ce rendez-vous, est-ce qu'il y a 2-3 petites choses qu'on peut mettre en place seules qui permettent d'aider à contrôler ce rêve ou d'aider bébé à mieux le gérer? Totalement. Alors, ce qui va être important aussi, c'est d'allaiter bébé au signe d'éveil. Il est évident que plus on est affamé, plus on se jette à toute vitesse sur sa nourriture. Donc, si la maman propose le sein à son bébé alors qu'il est encore un petit peu dans le gaz, il y a plus de chances qu'il prenne le sein beaucoup plus calmement, sans envoyer le message du j'ai la dalle, envoie la sauce très vite s'il te plaît maman. Déjà, Ok. devancer un chouïa l'appel en étant hyper attentive aux signes d'éveil du bébé. Quand on a un rêve, c'est clair, on n'attend surtout pas que le bébé pleure, que le bébé soit hyper affamé, parce que c'est là où ça va être compliqué, où le lait va fuser, où la maman, elle commence de toute façon à avoir le karcher qui sort du sein avant même de mettre le bébé au sein. Le simple fait d'entendre les pleurs du bébé, ça peut déjà déclencher le karcher. Donc, Ok. rien que ça, devancer l'appel. Est-ce que Ensuite, tu peux nous rappeler les signes d'éveil d'un bébé? par exemple, chez un tout petit bébé, un des premiers signes que je trouve extra, c'est quand on voit les yeux bouger sous les paupières. Là, c'est le signe que on peut dégainer. Bébé, il est déjà compétent, il est déjà en état de tétée avant même d'être totalement réveillé. Alors, ce que D'accord, les ok. Américains appellent le dream feeding, ça marche super bien. Voilà, les bébés sont D'accord. vraiment en bon état pour téter à ce moment-là. Et moi, je trouve ça extra de voir les petits yeux bouger sous les paupières. Et les parents le repèrent assez bien, ce signe-là. Donc, c'est vraiment le signe numéro un. Ensuite, on a justement le bébé qui va commencer à avoir des petites mimiques de succion, rapprocher ses mains de sa bouche, tourner la tête pour voir s'il n'y aurait pas un sein qui se balade par là. Bon, bah là, c'est le moment de lui dire, ouais, il y a un sein dans le quartier, vas-y, viens ici. Voilà, Go. vraiment, c'est important de Ok. devancer l'appel pour que les tétés se passent super dans le calme, que le bébé n'ait pas trop faim. Ok, très bien. Un autre conseil? Oui, on va utiliser les positions qui utilisent la gravité. Donc là, Oui. autant pour un engorgement, tout ça, on va conseiller des positions où la maman est au-dessus du bébé. Là, on va plutôt être dans des positions où la maman est allongée, de manière à ce que le geyser, on utilise vraiment la gravité. Le bébé est un petit peu au-dessus de la maman peut être allongée aussi, hein. Lors d'un rêve, les tétées, elles se passent mieux en général lorsque le bébé est allongé. Voilà, toutes les Ouais. positions qui vont utiliser la gravité, enfin la contre-gravité en fait, hein, où le lait devra monter. Donc ça va redescendre Ouais. un tout petit peu, voilà, ne serait-ce que pour les positions, on peut gérer pas mal de choses. Et puis si ça suffit pas, voilà, c'est ce que font de toute façon assez facilement les mamans au bout d'un moment. Elles ont l'habitude, hein, bébé déclenche le karcher, bébé se recule, elles ont le linge à portée de main pour éponger Ouais. les dégâts en attendant que ça se calme. Elle parle à bébé, elle le berce en disant voilà, on laisse le geyser passer 2 secondes et puis tu reviens au sein quand tout s'est calmé. Voilà, Ouais, ouais. on fait des pauses, on n'hésite pas, voilà, en parlant, en accompagnant et puis en épongeant, en serpillant si besoin. Ok. On nettoie et on y retourne. Voilà, ouais. C'est sûr que là, faut avoir un bon stock de langes, de coussinets d'allaitement dans ces cas-là, le temps de comprendre comment gérer tout ça. Ok. On avait eu
plein de questions de maman à propos du réflexe d'éjection fort. Il y a certaines questions auxquelles on a répondu déjà. On a parlé donc déjà du lien entre le réflexe d'éjection fort et les protéines de lait de vache, le lien entre le réflexe d'éjection fort, les freins restrictifs, les troubles de succion. On a parlé du REF que d'un côté, qui peut sembler étrange. Encore une fois, est-ce que votre bébé a un trouble de mobilité d'un côté ou de l'autre et qui ferait qu'il serait moins à l'aise et que le sein compense? On a eu la même question que pour l'hyperlactation. Si j'ai eu un REF pour un premier bébé, est-ce que je vais forcément en avoir un pour le deuxième? Je pense que là, on y a répondu. On va être dans la même configuration. Quelque chose qu'on n'a pas forcément dit parce qu'on imbrique souvent le REF sans hyperlactation. On peut avoir une hyperlactation sans REF. C'est un petit peu plus rare. C'est une histoire de pression, tout simplement. Quand on a les seins pleins comme des obus, il est évident que ça va se bousculer au portillon à la sortie et que souvent le réflexe d'éjection est assez costaud sur une hyperlactation. On peut en revanche avoir un REF sans hyperlactation. Et c'est aussi une des choses qui met vraiment sur la piste d'un blocage mécanique chez un bébé, d'un trouble de la succion, quand il n'y a pas d'hyperlactation, mais qu'il y a un REF. Ça sent vraiment la compensation. Et donc, REF pour bébé numéro 1, à moins qu'il y ait quelque chose de mécanique aussi anatomiquement chez la maman, qui fait que la rotation se fait toujours pareil, quel que soit le nombre de bébés. J'extrapole, mais voilà, qui dirait que bien sûr. les conditions de naissance seraient identiques avec les mêmes conséquences, les mêmes blocages chez bébé. Ok, ça pourrait se reproduire, mais sinon, un bébé n'est pas un autre et chaque allaitement est vraiment unique. Donc, c'est absolument pas une fatalité. C'est quelque chose que j'explique. C'est pas à la distribution des seins et de la glande mammaire qu'on passe. Les femmes font pas la queue leu et puis on leur donne un tampon, REF, hyperlactation, toi, en hypolactation. Boum, dommage, pas de bol. C'est pas une fatalité pour les mamans. Les mamans qui disent j'ai un REF, alors oui, là pour cet allaitement, pour ce bébé, il y a un REF. Ça veut pas dire qu'elles ont un REF, que c'est inscrit en elles, que voilà, ça a été décidé à leur naissance que le sein droit allait être un Karcher et pas le gauche. Voilà, c'est vraiment pas une fatalité. Et alors, une fois qu'on règle les problèmes, si par exemple il y avait un trouble de succion chez un bébé, une fois qu'on le règle, typiquement il y a une maman qui nous a dit j'ai un REF suite à un trouble de la succion, la frénectomie a été faite, que puis-je attendre et si ça reste, que faire pour aider mon bébé? Est-ce que le REF disparaît aussitôt qu'on règle le trouble de succion du bébé? Est-ce que ce mécanisme de compensation il s'arrête ou est-ce que le sein continue de le faire? Est-ce que tu as des infos à nous donner là-dessus? Alors, c'est là que c'est important d'être vraiment accompagné par un spécialiste de la lactation et de la succion en cas de frénectomie. C'est qu'il y a effectivement des techniques pour recalibrer derrière, puisque toutes les compensations s'arrêtent. Donc, la plupart des cas, c'est assez miraculeux. Bébé a une nouvelle langue, il apprend à s'en servir et c'est magique. Il y a certains bébés qui auront un petit peu plus de mal. Plus la frénectomie a lieu tard, plus le bébé a pris des habitudes compensatoires. Voilà. Déjà à la naissance, le bébé, il avalait le liquide amniotique in utero et déjà peut-être qu'il faisait un petit peu n'importe quoi avec sa langue. Donc il y a toujours une phase de rééducation, il y a une phase de recalibration. Et c'est vraiment là que ça va être important d'être accompagné en post-frénectomie par un spécialiste de la succion du bébé pour recalibrer tout ça et aider bébé à mettre fin aux compensations. Parce qu'on peut avoir un bébé qui justement devient super efficace avec sa langue, aggrave encore une hyperlactation et arrive plus du tout à gérer le flux. Donc c'est très important dans ces moments-là d'être vraiment accompagné. La frénectomie, c'est un élément de traitement des freins restrictifs buccaux. C'est pas une fin en soi et c'est vraiment un maillon d'une grande chaîne pluridisciplinaire. Donc spécialiste de la succion et thérapie manuelle pour lever les blocages et justement lever les permettre à la blocages langue de se déployer. Complètement. Voilà, donc c'est un travail encore pluridisciplinaire de longue haleine. C'est vraiment
pas une fin en soi, la phrénectomie. Il y a encore du boulot derrière et une Ouais, voilà. surveillance La succion de votre rapprochée bébé dans les... ne se règle pas subitement le jour où on sectionne le frein de votre bébé. Et parfois, c'est le cas, mais Voilà. pas toujours. Et c'est l'accompagnement autour qui va optimiser finalement cette phrénectomie et le déploiement de cette langue et de cette mâchoire. Donc, du coup, si jamais il y avait une compensation, bah, elle mettra autant de temps à partir que la succion sera parfaite, en quelque sorte. Voilà, totalement. Ok. Est-ce qu'il est conseillé de tirer son lait avec un REF? On nous a demandé. Comme pour l'hyperlactation, on fait ce qu'on peut. Si la maman a besoin de s'absenter et de soulager ses seins, bien sûr, elle le peut. Mhm. Euh, Tout dépend pour quelle Parfois, on dit raison. aux mamans de tirer pour justement mettre le REF, entre guillemets, dans le tire-lait et qu'après bébé puisse téter. Mhm. Est-ce que c'est une bonne solution, ça? C'est une solution parmi tant d'autres. Moi, une fois de plus, je préfère aussi l'expression manuelle. Et Mhm. puis, aider plutôt le bébé à gérer. Parce que c'est ça aussi, il y a la théorie, puis il y a la vraie vie. Clairement, attends bébé, là t'as faim, mais attends bébé, je sors mon tire-lait, je branche tout, j'allume le truc pour faire passer le Karcher. Ouais. Ben, on en fait quoi du bébé pendant ce temps-là? Donc c'est quand même vachement plus intéressant de se dire, on va voir si le bébé peut pas régler lui-même le problème que de faire appel à des outils. Et puis, Mm, mm, mm. si le bébé n'arrive pas à gérer tout seul le problème, on fait un petit assouplissement de l'aréole, on désengorge très légèrement le sein à la main. Voilà, moi je trouve que vraiment en cas d'hyperlactation et de REF, c'est encore plus important que dans n'importe quel cas de super bien maîtriser l'expression manuelle, de savoir aussi tâter ses seins, c'est important aussi. C'est là l'erreur parfois des mamans quand elles sont en hyperlactation. Elles viennent me voir parce que soudainement, elles ont les seins tout mous, tout vides. Et en fait, quand on discute ensemble, on se rend compte que bah non, leurs seins sont souples, ils sont Mhm. normaux. Mais elles avaient tellement l'habitude depuis des Ouais. semaines d'avoir des obus dans le soutien-gorge que c'était ça leur normalité. Et c'est important justement, bah, quand on exprime son lait manuellement, quand on a eu l'habitude, on sait vraiment super bien doser le degré de plénitude ou le degré de drainage de ses seins. Et là, on arrive à savoir quelle est notre norme, quelle est notre normale. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est hyper important de savoir où on en est, de savoir apprécier où on en est. Et ça, bah, il n'y a aucun tire-lait, il n'y a aucun moniteur d'allaitement qui va pouvoir le dire où vous en êtes. Donc, c'est vos Tout doigts, à c'est vos fait. sensations qui vont vous dire où vous en êtes. C'est vos doigts, c'est vos sensations qui vont vous dire, OK, bon, là, on a laissé passer le Karcher. Ça a pris 2-3 secondes à la main, c'est pas tout le temps d'un branchement d'un tire-lait. Mm, Et mm, bébé, mm. il est au sein hyper rapidement. Du coup, il sera pas affamé. Il va pas se jeter sur le sein comme s'il n'avait pas mangé depuis 3 ans. Tout à Voilà. fait. Donc sa succion, elle va être forcément beaucoup plus organisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, et elle va pas aggraver une compensation. Mhm, mhm. Et ces mamans auxquelles on dit de donner le même sein plusieurs fois de suite, quel intérêt ça a par rapport au réflexe d'éjection fort? Justement, ça a l'intérêt que le sein est nettement plus drainé, nettement plus souple, et donc Mhm. plus facile à prendre déjà pour le bébé. Et ça peut limiter des compensations. J'ai parlé du facteur inhibiteur de la lactation. En gros, Ouais. bah, vous, vos placards, ils sont pleins, vous n'allez pas faire des courses derrière, quoi. Vous n'allez pas remplir votre caddie au supermarché si vous savez que vos placards sont pleins. Le lait, ça fonctionne un petit peu pareil. Le sein, il est pas drainé, il y a du lait qui reste, le corps se dit: «OK, bon, ben, je vais arrêter un petit peu la production là, on va se calmer un petit peu Mhm. doucement». Donc l'idée, ça va être de donner plusieurs fois le même sein pour que ce sein-là soit plus souple et plus facile à prendre pour bébé, et réguler un petit Mhm. peu la lactation de ce côté-là, et que l'autre sein qui est un peu en geyser, justement, il se calme, question production. Et après, on change de sein. Voilà, en fonction du degré de plénitude, du degré de confort de la maman, le but c'est surtout pas que l'autre sein s'engorge et devienne inconfortable. Donc, la maman peut tout à Mhm. fait masser un petit peu et faire un peu Mhm. d'expression manuelle pour désengorger ce sein, pour que ça reste confortable.
Voilà, on ne veut pas qu'elle ait une mastite sur le sein qui n'aura pas été tété pendant plusieurs heures. Donc, Bien on est sûr. encore dans du désengorgement, on se soulage, on fait en sorte que ça soit confortable, mais ça permet de recalibrer un petit peu la lactation aux besoins réels, à la demande du bébé, sans partir dans de l'hyperlactation, de l'hyper-offre, une offre trop abondante par rapport aux besoins du bébé. Mais alors là, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que donc le fait de donner le même sein tout le temps permet à l'autre sein de s'apaiser un peu, parce qu'encore une fois, voilà, si on le stimule pas tout le temps, il va un peu moins produire et donc il va se réguler en termes de quantité de lait. Mais ce sein qu'on donne plusieurs fois de suite, est-ce que lui, ça va pas le surstimuler? Peut-être une question bête, mais Pas forcément, c'est pas forcément idiot, ça peut être une crainte effectivement de se dire on va le surstimuler, sauf que l'allaitement c'est quand même super magique, tellement bien fait que le sein, une fois qu'il aura déjà été stimulé, on sera un peu plus dans du lait de fin de tétée. Voilà, on recommence pas à zéro à chaque nouvelle tétée. Voilà, on va à chaque fois un tout petit peu plus loin. Donc ce sein-là, justement, on va arriver à un drainage un tout petit peu plus complet, un peu plus optimal, avec un lait gras de fin de tétée. Donc, ok. Donc du coup, un bébé qui a peut-être besoin de moins de quantité parce que lait plus qualitatif en fin de tétée, et donc il va pas autant stimuler que sur une tétée classique, sur, je sais pas moi, 3 tétées d'affilée. voilà, puis le réflexe d'éjection, il diminue un petit peu au fur et à mesure de la tétée. C'est parfois là le piège aussi où les mamans ont l'impression de manquer de lait, c'est qu'en bout de quelques minutes, le bébé s'énerve, pleure du sein, se retire éventuellement en tirant sur le sein, elles se disent j'ai plus de lait. En fait, elles ont Mhm. non, mais c'est juste le système de livraison qui vient de baisser en qualité après le Karcher. Là, le lait, il Ouais. va couler uniquement à la demande du bébé. Et si le bébé, il se contente juste d'avaler ce qui coule, qu'il ne tète pas vraiment, bah, au moment où le geyser s'arrête un peu, c'est là qu'il peut s'énerver. Et c'est là que la Mhm. maman peut, en toute bonne foi, et si elle n'est pas très bien accompagnée, croire qu'elle manque de lait, que le bébé s'énerve parce qu'il n'y a plus de lait. Il y a D'accord. toujours du lait dans le sein, simplement il sort plus aussi facilement qu'en tout début de tétée. Donc le fait de donner plusieurs fois le même sein au bébé va quelque part lui enseigner que D'accord. avaler ce qui coule c'est une chose, mais qu'à un moment c'est vraiment un truc qui se danse à deux, faut qu'il tète pour que le lait arrive dans sa bouche. Bien sûr. Ok. Bon, je pense qu'on a, on a fait le tour de toutes les questions qu'on peut se poser sur l'hyperlactation et le REF. Si on veut juste aller un tout petit peu plus loin, à ton sens, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre hyperlactation, réflexe d'éjection fort et reflux chez le bébé? Déjà d'un point de vue bêtement mécanique, quand il y a beaucoup de lait et qui arrive en plus en force, ça semble assez logique que le bébé déborde un petit peu. Donc, Mhm. sans être dans le reflux gastro-œsophagien pathologique, on peut être dans une remontée extrêmement mécanique. Il y a trop de lait, ça déborde, ça remonte. Après, on va être dans le lien ostéopathique, l'idée d'un blocage, quelque chose qui bloquerait, qui générerait un reflux, qui Mhm. serait aussi générateur d'un trouble de la succion et d'une compensation. Ouais. Voilà. Donc on en revient toujours au même point, c'est qu'importe le problème qui se présente, euh, et oui, on peut, par quelques astuces, essayer de le tamponner et d'apaiser les symptômes. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se faire accompagner pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, que ce soit un rêve, que ce soit une hyperlactation, que ce soit un reflux. Déjà, commençons par faire un vrai diagnostic, parce qu'on peut aussi voir des geysers sur ses seins et pour autant voilà, pas avoir d'hyperlactation, mais c'est pas facile en tant que maman non sachante de le Mhm. détecter. Donc faites-vous accompagner par des consultantes en lactation qui sont formées spécifiquement à ça, qui vont pouvoir vous aider à trier les informations et essayer de comprendre pourquoi la raison pour laquelle vous les consultez s'est mise en place. Et après, on essaie voilà, de traiter cette raison si on la trouve pour, pour que la solution soit pérenne.
Oui, c'est ça. Parce que il y a des conseils assez généralistes, voilà, pour le rêve comme pour l'hyperlactation, il y a des conseils très généraux et qui découlent du bon sens. Après, ça sera important d'être vraiment adapté au cas par cas à chaque bébé et de toujours se poser la question pourquoi. Voilà. Mhm. Gérer un rêve, s'attaquer à une hyperlactation, si on n'a pas identifié des causes, c'est risqué justement de mettre fin aux compensations qui permettent à bébé d'être nourri. Et Donc oui. c'est vraiment important d'avoir un conseil, un accompagnement vraiment personnalisé. Voilà. Ouais, Les donc on joue pas à conseils l'apprenti sorcier à généralistes, la maison. complètement. Les conseils généralistes, bon, bah, c'est pour gérer le truc en attendant de trouver la ressource, en attendant de trouver la cause. Et ensuite, on trouve vraiment de quoi ce bébé a besoin, de quoi cette maman a besoin pour que l'allaitement soit confortable, pour que l'allaitement soit satisfaisant pour les deux. Et c'est vraiment Mhm. ça qui est important. La question, c'est pas comment on gère le rêve, comment on gère l'hyperlactation, c'est de quoi a besoin ce bébé, de quoi a besoin cette maman. C'est ça la vraie question, en fait. Mhm. Ok, ouais, je pense que ça a été assez bien clarifié là pendant l'épisode. Il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment pour voilà, ni tamponner des symptômes et puis voir ce qui se passe derrière, mais aussi voilà, ne pas mettre à mal une compensation qui, si elle est là pour une bonne raison. Totalement. T'as tout bien résumé. Ok. Est-ce que tu penses qu'on aurait oublié quelque chose dans cette interview et qu'il y aurait quelque chose à rajouter sur ces deux grands sujets? Voilà, après peut-être que ça va générer des questions auprès de vous, les mamans ou les papas qui nous écoutent, et que si d'autres questions arrivent, eh ben, très bien, on reparlera de tout ça. Mais toi, Vanessa, là comme ça, est-ce que tu penses qu'on a fait un tour d'horizon On a fait un satisfaisant, petit justement? peu le tour, je crois, des questions des mamans. Voilà, j'ai essayé de Ouais, je recenser un pense. petit peu, moi, les motifs de consultation, les questions des mamans qui venaient me voir. Donc, je pense on a fait le tour de tout ce qui est très général. Voilà, après, c'est tellement important de vraiment considérer chaque allaitement comme quelque chose d'unique avec des conseils pour un allaitement qui sont pas Adapté, ouais. transposables à celui de la voisine. Mm, Que mm. voilà, on a fait le tour de ce qui était généraliste. Derrière, c'est vraiment au cas par cas, ça va vraiment dépendre de chaque bébé, chaque maman. Ok, donc voilà, le deuxième résumé, c'est faites-vous accompagner, ayez, on l'a déjà dit, mais dans vos valises de maternité et plus tard le numéro d'une consultante en lactation IBCLC. On rappelle que c'est gage de qualité et d'un thérapeute manuel. Voilà, moi je prêche maintenant pour ma paroisse. Prêche totalement pour ta paroisse parce que c'est quasiment incontournable, j'ai envie de dire, avec nos conditions de naissance actuelles et même sur une naissance physiologique, un bébé qui tarde un tout petit peu à arriver, un accouchement un peu long, un peu rapide. Enfin, il y a mille et une raisons de consulter un thérapeute manuel et ça résout, enfin voilà, on bosse vraiment à deux. D'avoir un Moi, petit toute seule, les blocage quelque conseils part, d'allaitement, bah voilà. pareil, la maman elle gère, mais si le bébé La- il est bloqué de chez bloqué, les conseils les plus pertinents, les plus adaptés que je pourrais donner, ça sera qu'une compensation de plus en fait. Si on règle pas le problème qui est mécanique, donc c'est vraiment Mm, indissociable mm, en mm, fait, mm. hein. Gérer l'allaitement et gérer les tensions, gérer les blocages, c'est indissociable pour moi. Voilà. Ouais, je ferai un épisode un jour pour expliquer un peu plus spécifiquement l'intérêt des thérapies manuelles. Je parlerai d'ostéopathie parce que moi, c'est mon métier. Mais voilà, Ça l'intérêt des serait très thérapies manuelles intéressant, dans ouais. la prise en charge de l'allaitement, ce sera intéressant d'avoir un épisode sur ça. Ok Vanessa, avant qu'on se quitte, je vais te poser juste une toute petite question que je pose à toutes les mamans que j'interviewe. Si en Un un mot seul tu mot. devais résumer Oula. l'allaitement, qu'est-ce que tu me dirais? Pas pour le Cheminement. résumer, si pour définir l'allaitement. Il y a un mot qui te Voilà. vient à l'esprit. Si je devais en résumer en un seul mot, oui, c'est cheminement. Éventuellement, je rajouterais Ok, long, mais voilà. Puisque j'ai le droit qu'à un seul mot, ça sera cheminement. ok. Non, c'est bien, c'est joli en effet, l'allaitement est un cheminement parfois un peu semé d'embûches, mais cheminement quand même. Mais qui nous fait grandir en tant qu'être humain, grandir en tant que maman, et puis bah, des fois grandir en tant que professionnelle, Tout parce à fait. que j'étais déjà infirmière avant d'être maman. Et c'est vraiment mes enfants qui m'ont guidée sur le chemin de l'allaitement, qui m'ont donné envie d'en faire mon métier. Et puis,
Et puis les mille et un petits tracas que j'ai pu rencontrer avec mes propres allaitements qui m'ont donné envie de creuser des sujets, et notamment, tu vois, de me spécialiser dans les troubles de la succion, de me spécialiser dans les freins restrictifs buccaux. Donc c'est un cheminement vraiment dans tous les domaines, quoi. Bon, super, on va se quitter sur ça. Merci beaucoup d'avoir répondu pour moi, pour les mamans et enfin pour les parents en général à toutes ces questions. On espère que ça va vous aider Avec grand plaisir. À cheminer le long de votre allaitement. Et voilà, s'il y a plus de questions, que vous êtes dans un de ces deux, que vous pensez être dans une de ces deux situations, faites appel à une consultante en lactation qui puisse vous offrir un accompagnement personnalisé, parce que voilà, encore une fois, votre allaitement n'est pas celui de la voisine, ni celui de votre mère, ni celui de votre belle-mère, alors faites-vous accompagner par quelqu'un de compétent pour cheminer sereinement. Merci beaucoup Vanessa d'avoir participé, et puis voilà, je vous dis à tous et à toutes à bientôt dans Milkshaker. Je ne le dirai jamais assez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous êtes enceinte, vous êtes une jeune maman, vous y trouverez aussi une série de tutoriels que j'ai réalisés avec ma collègue durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en le diffusant au maximum autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner au fil des épisodes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Trust me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love
you. I'll be there. I'll be there. So I'll be there. I'll be there for you.